L'abandon de Philoctète. Un dernier incident allait cependant retarder encore de quelques jours le débarquement de l'armée grecque. Jugeant qu'il était prudent de faire provision d'eau et de vivres, Agamemnon décida en effet de faire escale sur l'île de Lemnos qui faisait face au rivage de Troie. Or, à peine les Grecs avaient-ils mis pied sur cette île qu'un prince, nommé Philoctète, fut mordu au pied par une vipère. Comme vous le savez, ce prince avait été dans sa jeunesse l'ami intime d'Hercule. Au moment de mourir, Hercule lui avait légué son arc et ses flèches. L'arc d'Hercule, dont Philoctète était seul à savoir se servir, était d'une puissance et d'une précision exceptionnelles. On comptait beaucoup sur lui dans l'armée grecque pour infliger des pertes aux Troyens. Dans les premiers moments qui suivirent l'accident survenu à Philoctète, les rois grecs qui l'entouraient firent preuve d'un bel esprit de camaraderie, s'empressèrent de le soigner et lui prodiguèrent leurs encouragements. « Ne te fais pas de soucis, nous allons tirer d'affaire, dans 2 jours il n'y paraîtra plus. » 2 jours plus tard, non seulement il y paraissait encore, mais la blessure s'était infectée, la gangrène s'y était mise, un pus nauséabond en coulait, et Philoctète, dévoré de fièvre, poussait des cris déchirants. Chez ses compagnons, de plus en plus indisposés par son odeur et par ses cris, la compassion initiale ne tarda pas à se transformer en impatience, puis en irritation, enfin en dégoût. Une nouvelle fois, Ulysse donna la preuve de sa dureté de cœur en suggérant à Agamemnon de profiter de la nuit pour réembarquer furtivement avec toute l'armée, en abandonnant Philoctète à son triste sort. Ménélas tenta bien d'intercéder en sa faveur en faisant valoir que Philoctète risquait de mourir de faim, mais Ulysse lui répondit qu'avec son arc et ses flèches, l'héritier d'Hercule pourrait facilement se procurer du gibier. C'est donc sans Philoctète que l'armée grecque se réembarqua et que quelques heures plus tard, elle aborda au rivage de Troie. Protésilas. Depuis le début du voyage, chacun dans l'armée se demandait avec une vive curiosité et une certaine angoisse quel serait le premier Grec à débarquer des navires. Le devin Calchas avait en effet prédit que le premier qui poserait le pied sur le rivage serait aussi le premier à mourir. Lorsque les navires s'échouèrent sur le sable, il n'y eut aucune bousculade pour en descendre. Chacun paraissait s'affairer lentement à chercher un casque égaré, à resserrer une courroie de sa cuirasse ou à rajuster ses jambières. Enfin, un homme sauta à terre. Il s'appelait Protésilas et s'était marié la veille seulement du départ de l'armée pour Troie. À peine avait-il touché le sol qu'une flèche, tirée par une sentinelle troyenne, lui transperçait la gorge. Quelques instants plus tard, il était mort. Les Grecs furent vivement impressionnés par l'abnégation de Protésilas, qui, en pleine connaissance de cause, avait fait le sacrifice de sa vie et quitté pour toujours sa jeune épouse. Après avoir débarqué à leur tour et tiré leurs navires sur le sable, en les calant à l'aide de grosses pierres, ils firent à Protésilas de grandioses funérailles. Ils allaient bientôt comprendre les raisons secrètes de son héroïsme. En arrivant aux enfers, l'âme de Protésilas est accueillie par Pluton lui-même, qui était déjà au courant des circonstances de sa mort. En témoignage de mon admiration, et à titre tout à fait exceptionnel, lui déclare Pluton, j'ai décidé de te rendre la vie. Tu peux retourner chez ta femme. Protésilas remercie poliment Pluton et prend congé de lui. Le lendemain, à la même heure, il revenait frapper à la porte des enfers. « Que veux-tu » lui demande Pluton, un peu surpris. « Après une 2e journée avec ma femme, lui répond Protésilas, ma résolution cette fois est définitive. Je préfère les enfers. » Achille et Cycnos. À peine Protésilas avait-il été tué que les Grecs, libérés de leur complexe, débarquaient en masse sur le rivage. Parmi eux, le plus impatient d'en découdre était le divin Achille. Il rêvait de se couvrir de gloire dès le premier jour de la guerre, aux dépens d'un chef troyen de haut rang. Négligeant le menu fretin qui s'offrait à ses coups, il se met donc à la recherche du commandant du détachement troyen qui était de garde ce jour-là sur la plage. Il ne tarde pas à le trouver. C'était un prince nommé Cycnos, fils naturel de Neptune,
allié des Troyens, mais non Troyen lui-même. En tombant sur lui, Achille n'avait pas de chance, car Cycnos était sans doute de tous les guerriers de l'armée troyenne le plus difficile à vaincre. Lorsqu'il était né, son père, Neptune, lui avait fait subir le même traitement que Thétis à Achille. Il avait trempé Cycnos dans les eaux du Styx et avait ainsi rendu sa peau impossible à transpercer. Et même, contrairement à Thétis, Neptune avait fait en sorte qu'aucune partie du corps de Cycnos, même pas un talon, ne fut privée de ce blindage naturel. Dès qu'il aperçoit Cycnos, que son panache et ses armes somptueuses désignent clairement comme un guerrier de haut rang, Achille l'interpelle et le défie. « Je suis, lui dit-il, le divin Achille. Viens m'affronter si tu en as le courage. » À la surprise d'Achille, son adversaire ne paraît nullement impressionné et s'avance vers lui, disposé au combat. De son bras puissant, Achille lance son premier javelot qui va frapper la poitrine de Cycnos, mais ne lui fait apparemment aucun mal. « Tiens, songe Achille, mon javelot devait avoir perdu sa pointe ou celle-ci était peut-être émoussée. » Il prend un deuxième javelot, en vérifie soigneusement la pointe de bronze et le projette vers Cycnos avec plus de force encore que le premier. Le javelot traverse le bouclier de Cycnos et sa cuirasse, mais n'égratigne même pas sa peau. Cette fois, Achille s'inquiète. « Aurais-je perdu la main ?» se demande-t-il. Pour le savoir, il lance son troisième javelot non pas sur Cycnos, mais sur un malheureux guerrier troyen qui assistait tranquillement au combat. Non seulement le javelot d'Achille transperce le Troyen de part en part, mais il continue ensuite sa course et va frapper dans le dos un deuxième soldat troyen qui s'écroule aussi. Rassuré sur sa forme physique, Achille va ramasser ce troisième javelot et le lance sur Cycnos, qui depuis le début du combat se contentait de regarder son adversaire en ricanant et qui cette fois ne prend même pas la peine de se protéger de son bouclier. Le javelot d'Achille atteint l'épaule de Cycnos et rebondit sur elle comme sur un mur de pierre. Achille croit cependant voir une tache de sang sur l'épaule de Cycnos et commence à s'en réjouir. Mais il s'aperçoit bientôt qu'il s'agit seulement du sang laissé sur la pointe du javelot par les deux soldats troyens qu'il vient de tuer. Cette fois, Achille comprend que ses armes habituelles ne lui serviront à rien contre cet adversaire singulier. Il se rue alors sur Cycnos, lui frappe la tête à coups de poing pour l'étourdir, le jette à plat ventre sur le sol, s'assied sur son dos et l'étrangle avec la jugulaire de son propre casque. Nestor, qui assistait au combat, remarque sentencieusement: « La mort de Cycnos prouve qu'aucun homme n'est tout à fait invulnérable. » Achille, triomphant, se relève sans prêter attention à cette observation prophétique. Mais déjà? Mais que va-t-il donc se passer ensuite? Auriez-vous une petite idée?